Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette Agora webinaire de la République de l'ESS sur le thème l'ESS, terre d'engagement et d'inclusion. Cette Agora se tient dans le cadre de la République de l'ESS, qui est un projet lancé depuis maintenant 1 an par ESS France et qui vise à faire en sorte que les structures de l'économie sociale et solidaire réfléchissent ensemble et définissent ensemble leur vision commune du monde, ce qui les rassemble en termes de vision politique, évidemment, non pas au sens partisan du terme, mais au sens de vision du monde commune. Et donc, dans ce cadre-là, nous organisons très régulièrement des agoras pour nourrir cette réflexion. À peu près une par mois sur des thématiques extrêmement diverses. Cette agora est un petit peu particulière, déjà puisqu'elle se fait en partenariat avec 3 partenaires de SS France, Quorum, Harmonie Mutuelle et la MGEN, que nous remercions chaleureusement. Et puis, elle est un petit peu particulière puisque c'est le temps 1 d'une réflexion sur ces thématiques d'engagement et d'inclusion que nous allons poursuivre, notamment lors d'un atelier qui aura lieu pendant le congrès de l'ESS le 10 décembre prochain au Collège des Bernardins à Paris. Voilà, notre agora aujourd'hui débute la réflexion sur ces thématiques extrêmement importantes pour l'économie sociale et solidaire. Et lors d'un atelier, lors du congrès, nous allons poursuivre cette réflexion-là et identifier des leviers d'action pour l'ESS pour concrètement faire bouger des choses. Et donc aujourd'hui, pour commencer à réfléchir avec nous sur ces thématiques-là, nous avons le plaisir d'avoir plusieurs invités à nos côtés, 4 pour être précis. Donc tout d'abord, Robin Brisset-Doyle, qui est lauréat du prix des mémoires du CJDES de l'édition 2021 pour son mémoire sur les pratiques de solidarité des organisations de l'ESS au temps du Covid. Nous avons également avec nous Louise Fourquet, qui néanmoins a quelques problèmes techniques, mais nous ne doutons pas que nous réussirons à les résoudre. Louise Fourquet, qui est présidente de Baluchon. Nous avons également Anne Huet, qui est responsable interrégionale des actions associatives Nouvelle-Aquitaine d'APF France Handicap. Et enfin, Véronique Landré-Jadot, qui est directrice d'un établissement de santé mentale du groupe MGEN. Donc, nous avons souhaité organiser cette agora parce que nous pensons que ces thématiques-là sont assez essentielles pour l'économie sociale et solidaire. L'engagement et l'inclusion sont 2 thématiques qui sont indissociables l'une de l'autre. Rendre réelle l'utopie d'une société pleinement inclusive, c'est-à-dire qui a mis fin aux inégalités en son sein, eh bien, cela demande un engagement de tous les instants. Et ça tombe bien puisque au fondement même de l'ESS, il y a la conviction que l'engagement collectif, c'est ce qui permet l'amélioration des conditions sociales du plus grand nombre. Nos principes de fonctionnement dans l'économie sociale et solidaire, la gouvernance partagée, notamment, principalement à travers le principe une personne, une voix. Ce principe est au cœur des modèles coopératifs, associatifs, mutualistes. Il incarne l'égalité. Il est vecteur d'émancipation individuelle, mais également collective. Et donc, les structures de l'ESS constituent donc un terreau favorable à l'engagement contre toutes les inégalités et pour l'émergence d'une société inclusive. Petite incise avant d'aller plus loin, est-ce que ce serait possible de couper les micros aux personnes qui ne parlent pas encore tout de suite? Merci beaucoup. Et donc, les structures de l'ESS sont de véritables terreaux pour l'engagement contre les inégalités, pour l'émergence d'une société inclusive. Elles recherchent l'exemplarité sur ces éléments-là en leur sein. Évidemment, c'est une chose constante de chercher l'exemplarité sur ces points. Et donc, notre objectif, c'est de poursuivre la réflexion sur tous ces enjeux-là, car une fois qu'on a posé les constats, il reste quand même de nombreux questionnements. Déjà, que signifie pleinement le terme société inclusive? Une fois qu'on a parlé de mettre fin aux inégalités, finalement, qu'est-ce qu'on entend par ce terme-là? On parle d'engagement, on est aussi dans un monde qui évolue, notamment vis-à-vis des modes d'engagement qui changent aussi en fonction des générations. Et donc, comment on peut continuer à promouvoir les modes d'engagement de l'ESS? Est-ce qu'il faut envisager des évolutions ou pas?
Et donc, quelles actions peut-on promouvoir dans l'ESS pour continuer à œuvrer pour l'émergence d'une société inclusive? Et finalement, est-ce que l'ESS fait tout ce qui est en son pouvoir pour faire vivre l'engagement et faire vivre l'inclusion au quotidien? Voilà quelques éléments pour débuter notre réflexion autour de cette thématique. Je remercie à nouveau très chaleureusement nos invités qui sont aujourd'hui parmi nous. Et je vous propose que l'on commence avec donc les premiers intervenants, le premier intervenant, pardon, qui se nomme Robin Brisset-Doyle, et donc, pour rappel, lauréat du prix des mémoires du CJDES. Robin, vous avez été lauréat du prix des mémoires du CJDES pour un mémoire évidemment fortement ancré dans l'actualité autour des pratiques de solidarité des engagements des organisations de l'ESS au temps du Covid. Et donc, ça pose la question, est-ce que durant la pandémie, l'ESS a été réellement et pleinement une terre d'engagement durant une période quand même très compliquée, évidemment, pour la population? J'ai noté que dans ton mémoire, tu distingues dans les pratiques engagées la solidarité versus la charité. Ça, c'est très intéressant puisque quand on parle d'engagement, ça peut recouper plein de choses et tu fais une distinction assez nette entre voilà, solidarité et charité. Est-ce qu'il serait possible pour toi de nous en dire plus et plus généralement, quels enseignements Anne, est-ce que vous pourriez couper votre micro, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Juste couper sur la petite icône de son, puisqu'on entend un certain nombre de bruits. Et donc, Robin, plus généralement, est-ce qu'il serait possible voilà, de nous parler des enseignements tirés de ce mémoire? Bonjour à toutes et tous. Oui, bien sûr. Merci déjà pour l'invitation. Alors moi, je vais vous faire un petit exposé en 3 parties, voilà, très scolaire. Je vais présenter rapidement quel a été mon mémoire, mon terrain d'études, présenter quelques éléments théoriques qui, j'espère, pourront servir pour la suite du débat. Ensuite, je montrerai effectivement que l'ESS a été une terre d'engagement pendant le premier confinement, donc je montrerai en quoi. Et enfin, je voudrais souligner 2 éléments qui pourront servir, je pense, pour ouvrir le débat par la suite, notamment sur le sujet de l'inclusion. Alors, pour en venir à mon mémoire, donc, il a été réalisé, en fait, c'était dans le cadre d'une étude que j'ai menée pour la chaire ESS de l'Université Lyon 2. Une étude qui a duré de juillet à novembre 2020, donc juste après le premier confinement. À l'époque, on ne savait pas encore qu'il y aurait un deuxième, troisième confinement, etc. Donc, on pensait que c'était juste, voilà, on tire les enseignements d'une période exceptionnelle lors d'un éventuel retour à la normale, mais on a vu que ce n'était pas le cas. L'objectif de l'étude, c'était vraiment de mesurer l'impact de ce Covid, de cette crise et du confinement sur les structures, mais surtout d'étudier comment les organisations de l'ESS y ont fait face, notamment en termes de solidarité, quelles actions elles ont déployées, à la fois envers leurs bénéficiaires habituels, mais aussi envers les autres parties prenantes pour permettre de traverser cette crise. Pour mener cette étude, j'ai interrogé 24 organisations de l'ESS de la région Auvergne-Rhône-Alpes. L'objectif, c'était d'être représentatif à la fois en termes de secteur d'activité et de statut juridique. Donc voilà, j'ai une dizaine d'associations, 5 coopératives, 3 mutuelles, 3 fondations, 3 sociétés commerciales ESUS. Et d'ailleurs, dans toutes ces organisations, j'ai notamment interrogé l'AMGEN du Rhône et un des services d'APS France Handicap en Auvergne-Rhône-Alpes. Pour en venir maintenant sur les différents éléments de définition, donc moi je me suis vraiment focalisé sur le terme de solidarité davantage que sur le terme d'engagement et d'inclusion, mais on peut trouver des liens. Dans le mot solidarité, il y a en fait 2 sens. Il y a d'abord le sens d'interdépendance objective. C'est par exemple des éléments qui sont liés entre eux, on va dire qu'ils sont solidaires l'un de l'autre, mais ça peut être pareil pour des personnes. Donc là, c'est vraiment un constat objectif. Mais dans le terme solidarité, on a également un deuxième élément qui est l'acte moral, qu'on peut voir ici comme un engagement, qui est le fait, par exemple, de donner quelque chose à quelqu'un dans un engagement solidaire.
Comme tu l'as dit, il y a une différence entre solidarité et charité, puisque selon les universitaires qui se sont penchés sur la question, dans l'idée de solidarité, notamment dans la question de l'acte moral, il y a certes le don, mais c'est la logique du don et du contre-don. Donc c'est à la fois donner, recevoir et rendre. Il faut bien qu'il y ait une possibilité du contre-don pour qu'il y ait vraiment une solidarité entre deux personnes, deux organisations. À l'inverse, dans la charité, il y a une division entre ceux qui peuvent donner sans recevoir et ceux qui reçoivent sans pouvoir donner. C'est vraiment ici la grande différence entre la solidarité et la charité, c'est la possibilité de la réciprocité. Au niveau des différents niveaux de solidarité, en général, quand on parle de solidarité, on peut penser soit d'un côté à la solidarité étatique, donc ça va être une solidarité qui est considérée comme une solidarité froide, très impersonnelle. C'est par exemple les impôts, la sécurité sociale, les différentes allocations. Voilà, ça nous semble assez éloigné de nous, c'est très froid. Alors qu'à l'inverse, de l'autre côté, on peut avoir la solidarité chaude, qui est ici beaucoup plus interpersonnelle. C'est la solidarité familiale, la solidarité de voisinage. Et ces deux formes de solidarité ont été celles qui ont été beaucoup médiatisées pendant la crise du Covid. On a parlé à la fois des dispositifs de l'État, du chômage partiel, du PGE, etc. Et de l'autre côté, on a beaucoup parlé des voisins qui s'entraidaient ou des solidarités entre la famille, etc. Moi, ce que j'ai voulu montrer, c'est que pendant la crise, les organisations de l'ESS ont mis en place une solidarité intermédiaire, une solidarité tiède, et elles ont bien été un territoire d'engagement. Pour terminer, un dernier élément de définition. Quand on parle donc des organisations de l'ESS comme acteurs de la solidarité, certains auteurs distinguent deux types d'organisations de l'ESS. On a d'un côté les organisations de l'ESS qu'on appelle à solidarité horizontale. C'est celle où les adhérents, les bénéficiaires sont adhérents, ils ont une double qualité. Donc les bénéficiaires, comme par exemple APF France Handicap ou la MGEN, les bénéficiaires sont également sociétaires, adhérents et participent à la gouvernance des organisations. À l'inverse, dans le deuxième type d'organisation de l'ESS, donc les organisations de l'ESS à solidarité verticale, l'action de l'organisation est ici au bénéfice de tiers qui ne sont pas adhérents et qui n'ont pas la possibilité de le devenir. Et ces deux éléments, je pense qu'ils pourront servir pour débattre sur le sujet de l'inclusion après. Pour en venir maintenant sur l'ESS comme terre d'engagement, ce que mon étude a montré, c'est que, comme on s'y attendait, les organisations de l'ESS ont été des acteurs majeurs de la solidarité. Certes, elles ont bénéficié de la solidarité de l'État et d'autres organisations, comme par exemple les organisations comme les fédérations et autres, mais elles ont été des acteurs indispensables de la solidarité, avant tout d'abord envers leurs bénéficiaires habituels, dans la continuité des missions fondatrices. Par exemple, les mutuelles comme la MGEN ont lancé des campagnes d'appel aux bénéficiaires pour savoir si le sociétaire allait bien, s'ils avaient besoin d'être mis en lien avec des associations spécifiques en fonction de leurs différents besoins. D'ailleurs, ce qu'a fait également APF France Handicap en appelant les différents sociétaires. En plus de ça, les organisations de l'ESS, elles ont été solidaires d'autres types de parties prenantes. On peut prendre comme exemple la coopérative agricole Sodial, qui est une coopérative agricole d'éleveurs laitiers, qui ont fait de nombreux dons de matériel de protection, cette fois-ci pas envers leurs bénéficiaires habituels, mais directement auprès d'hôpitaux qui en avaient besoin. Voilà, on se souvient de la pénurie des équipements de protection. Ils ont également donné des tonnes et des tonnes de produits laitiers, de fromage envers le personnel hospitalier. Et ils ont en outre permis à des coopératives autres dans la région d'utiliser leurs services de transformation de lait en poudre, puisque les autres coopératives ne pouvaient transformer habituellement leur lait qu'en fromage. Or, les ventes de fromage sont effondrées, donc elles ont été bien contentes de pouvoir profiter de ce service mis à disposition solidairement par Sodial pour éviter de devoir jeter du lait. Ces différents exemples pour montrer que les organisations de l'ESS n'ont pas été seulement solidaires envers leurs parties prenantes habituelles, mais bien aussi également envers les hôpitaux, envers des organisations partenaires, etc., etc. Enfin, pour finir sur cette partie, les organisations de l'ESS ont été une terre d'engagement, y compris en leur sein.
puisque les salariés eux-mêmes des organisations de l'ESS ont mis en place des actions solidaires. C'est par exemple certains salariés qui avaient des enfants ont dû être mis en chômage partiel ou par exemple avaient besoin de plus de temps le midi pour faire manger leurs enfants. Les salariés, leurs collègues, souvent ont mis en place des pratiques solidaires en faisant le relais des collègues qui ne pouvaient pas être présents, par exemple pour faire le standard téléphonique, et souvent ont été bien plus polyvalents que ce qui était en temps normal pour permettre une continuité de l'activité de l'organisation de l'ESS au bénéfice des bénéficiaires. Je pourrais y revenir si jamais il y a des questions, mais voilà, c'était pour faire un résumé de mon mémoire. Et maintenant, pour ouvrir un petit peu le débat, moi, je voudrais poser deux éléments. C'est tout d'abord que la solidarité que moi, j'ai étudiée pendant la crise du Covid, ça a été une solidarité mise en avant tout pour permettre aux organisations de l'ESS d'être plus résilientes, de faire face à la crise. Mais pour moi, il ne faut pas perdre à l'idée que la solidarité, c'est avant tout la finalité originelle des organisations de l'ESS et non uniquement un moyen pour être pérenne. Et donc, il ne faut pas que les organisations de l'ESS perdent de vue cette idée que la solidarité, c'est avant tout une finalité pour transformer la société et non uniquement un moyen pour rester en vie. Le deuxième élément, c'est que pour poursuivre, pour accélérer la transformation de la société, je voudrais souligner une idée qu'on pourrait résumer en quelques mots, c'est pas de participation, pas d'inclusion. Ce que je veux dire ici, c'est que il ne faut pas oublier à la fois les bénéficiaires, mais également les salariés dans la définition des besoins des bénéficiaires, mais également dans la construction des réponses à apporter à ces différents besoins. Donc moi, ce que je voudrais proposer, ce serait de sortir du monosociétariat que connaissent beaucoup d'organisations de l'ESS, par exemple les coopératives agricoles qui n'ont comme sociétaires que des agriculteurs. Eh bien, que se passe-t-il pour les salariés qui, eux, n'ont pas la voix au chapitre et certes sont au service des adhérents, mais ne peuvent pas donner leur avis sur la question. Pour les bénéficiaires, alors certes, bien sûr, les organisations de l'ESS sont un progrès par rapport aux entreprises classiques, puisqu'elles font rentrer la démocratie dans l'entreprise. Mais tout à l'heure, j'ai parlé des deux types d'organisations de l'ESS, avec les organisations de l'ESS à solidarité verticale qui sont au bénéfice de tiers non adhérents. Les bénéficiaires qui ne sont pas adhérents ne peuvent donc pas participer à la gouvernance des organisations. Or, pour moi, il n'y a pas d'inclusion si les bénéficiaires ne peuvent, comme j'ai dit tout à l'heure, pas participer à la définition de leurs besoins et à la réponse à leurs besoins. De ce fait, si la logique reste seulement descendante, une organisation de l'ESS qui aide des bénéficiaires sans contre-don, sans retour possible, sans co-construction possible, pour moi, on reviendrait à la logique de la charité et non pas de la solidarité à l'origine des principes de l'ESS. Quand on dit une personne égale une voix, il faut bien que ça concerne également les bénéficiaires. Et enfin, pour les salariés, pour moi, il faut également les inclure dans la gouvernance des organisations de l'ESS, puisque tout d'abord, c'est eux qui sont, entre guillemets, les mains dans le cambouis, c'est eux qui connaissent le mieux le terrain. Donc pour moi, il ne faut pas que les décisions ne soient prises que par le haut, mais également qu'ils soient consultés, mais aussi dans une logique d'éviter, entre guillemets, une exploitation des salariés et de potentiels risques de mal-être au travail ou autres qui peuvent exister également dans les organisations de l'ESS. Et voilà, je vous remercie. J'ai hâte de pouvoir en débattre avec vous, les acteurs de terrain. Merci beaucoup pour cette intervention très riche, notamment en propositions et en éléments de perspective pour l'avenir pour l'ESS, pour continuer à nourrir ces dynamiques d'engagement. Effectivement, garder en tête la visée transformatrice des actions de l'ESS, c'est ça qui est absolument essentiel pour faire en sorte que l'ESS soit pleinement une terre d'engagement et d'inclusion. Et donc, vraiment une intervention très intéressante, d'autant plus compte tenu du panel de votre étude très représentatif effectivement de la diversité de l'ESS. Peut-être avant de passer la parole à notre intervenante suivante, je rappelle à tous les participants et participantes que vous pouvez poser des questions dans l'onglet questions. Vous y êtes même largement encouragés pour
pour que nous puissions nourrir le débat qui va venir en seconde partie de notre Agora. Alors, normalement, notre intervenante suivante est Louise Fourquet, présidente de Baluchon. Est-ce que, Louise, vous pouvez tester votre son pour savoir si nos problèmes techniques sont résolus? Est-ce que vous m'entendez? Eh bien, on vous entend, c'est absolument parfait. C'est formidable. Bon, on ne se verra pas, mais on s'entendra. On s'entend. Bon, ben, merde, formidable. Je suis bien soulagée du fait que cela soit réglé. Alors, Louise, donc, encore une fois, merci beaucoup pour votre participation à cette séquence. Alors, pour introduire peut-être votre intervention, donc Baluchon, c'est une société qui caractérise très bien le caractère engagé de l'économie sociale et solidaire, puisque vos engagements en tant qu'entreprise d'insertion sont au carrefour de très nombreuses thématiques, ancrage territorial, insertion de publics éloignés de l'emploi, également prise en compte des questions écologiques, environnementales, prise en charge également de publics non seulement éloignés de l'emploi, mais fréquemment également victimes de discrimination. Donc, quels enseignements tirez-vous de cette activité finalement au cœur de nos thématiques aujourd'hui? Est-ce que vous avez identifié aussi, pourquoi pas, des obstacles dans votre activité au quotidien? Et selon vous, comment continuer à faire vivre pleinement l'engagement et l'inclusion dans l'ESS? Merci beaucoup, merci pour votre invitation. Très, très, très vaste sujet que l'engagement dans l'économie sociale et solidaire. Merci Robin d'avoir cadré un petit peu avec ton intervention introductive les enjeux du débat. Et je réagirai déjà à chaud sur merci de bien recadrer charité et solidarité, qui sont quand même deux sujets différents. Et c'est une différence qu'on vit au quotidien chez Baluchon. Pauline, vous l'avez dit, Baluchon, c'est un ensemble d'entreprises sociales, dont des entreprises d'insertion qui sont au cœur de nos activités, qui conjuguent finalement une vision politique et sociale. Au départ, Baluchon, c'est une association. Historiquement, on a d'abord créé une association pour porter un projet politique et social qui allait à la fois s'attacher à produire de la solidarité et en particulier de l'inclusion professionnelle, à agir sur la transition alimentaire et à contribuer au développement, à la transformation de territoires périphériques, territoires martyrisés, en territoires d'avenir dynamique. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup d'ambition. Et pour s'attaquer à essayer de concrétiser des bouts de cette vision, le premier outil que l'association a choisi, c'est de créer une entreprise d'insertion. Une entreprise d'insertion donc qui en Seine-Saint-Denis produit des plats cuisinés à partir de produits frais locaux de saison et le fait en formant, en accueillant, en accompagnant vers le marché classique de l'emploi des personnes qui en sont éloignées sur un marché qui recrute. Donc c'est beaucoup d'engagement, c'est beaucoup d'ambition, et au quotidien, c'est vrai qu'on est dans ce subtil équilibre à trouver entre opérabilité, il faut que ça fonctionne, il faut que ça tourne, et engagement. Entre pragmatisme et militantisme. Et très récemment, c'est-à-dire vendredi dernier, je présentais Baluchon à des acteurs de l'économie classique qui m'ont dit « Ah, mais c'est super tout ça, mais comment vous faites au quotidien pour vous assurer que ces ambitions, ce projet social, environnemental vivent dans vos équipes ?» Et c'est là qu'on touche, je trouve, cette différence entre solidarité et charité, aussi bien pour les personnes en contrat permanent chez nous que pour ceux qui sont en parcours d'insertion. Ça a toujours été très important pour nous de dire qu'on n'est pas dans la charité. C'est-à-dire, on ne va pas donner à quelqu'un quelque chose dont il a besoin et qu'il ne saurait pas aller chercher tout seul. On doit créer, avec nos entreprises d'insertion, avec nos autres outils d'inclusion professionnelle, les conditions pour que les personnes soient actrices d'un projet collectif, de leur propre projet professionnel et d'un projet collectif. Donc pour les personnes en parcours d'insertion, ça veut dire qu'on ne fait jamais à leur place,
on identifie des opportunités, on les aide à aller chercher eux-mêmes, on peut les aider à faire, mais on fait pas à la place d'eux. Et pour les salariés permanents de nos entreprises d'insertion, comment on favorise justement une posture d'accompagnement, une posture de capacitation qui soit pas une posture de charité, de je vais faire à la place d'eux, oh bah je vais laisser couler, c'est pas grave, oh bah il faut être gentil avec les pauvres en insertion, c'est pas du tout ça. En fait, la philosophie d'insertion chez nous, ça a toujours été euh, de l'exigence sur la qualité des produits et des services rendus. C'est-à-dire qu'on va ensemble euh, faire en sorte que nos clients soient contents, que nos produits soient bons et que le service soit professionnel. Et c'est dans la réalisation collective de cet objectif, dans cette performance collective, que chacun va tirer à son niveau la satisfaction, un sentiment de réalisation, de fierté, de dignité, et va puiser là-dedans pour ensuite aller à chaque fois un peu plus loin. Ça, c'est ce qu'on dit. Et ensuite, c'est vrai qu'au quotidien, ça peut être plus compliqué à vivre. Et en grandissant, parce qu'au début, on était très peu nombreux, on était une petite équipe, donc c'est facile d'être engagé quand on est 5, 10 et qu'on partage non seulement les difficultés du quotidien, mais aussi l'ambition, la stratégie, la vision tous les jours. Quand on grandit, quand on se spécialise, quand on a des équipes dont une est chargée de vendre, l'autre est chargée d'acheter et l'autre est chargé de livrer, bah, c'est plus difficile de sentir le sens de l'engagement au quotidien, par exemple. Et ce qu'on a fait récemment, c'est que on a monté un programme de parrainage interne entre personnes en parcours d'insertion et personnes en poste permanent chez nous, dans cette logique de don et contre-don, justement. De se dire, à la fois, c'est utile pour les personnes qui sont en parcours d'insertion d'avoir un référent dans l'entreprise qui ne soit pas uniquement un référent professionnel, ni le chargé d'accompagnement social et professionnel, mais quelqu'un avec qui on va pouvoir évoquer des sujets de posture professionnelle, de rapport au travail, des choses comme ça. Mais c'est aussi utile et bénéfique pour les personnes qui ont des postes permanents et qui sont sur une fonction très spécifique dans la réalisation du métier quotidien de l'entreprise, et bien de se reconnecter au projet social et à pourquoi ils sont venus vers cette entreprise-là et pas vers un traiteur lambda, par exemple. Voilà, donc je dirais sur l'engagement, chez nous, il se fonde dans le sens de la performance collective, et donc une attente forte de qualité à tous les niveaux de l'entreprise, dans une nécessaire inventivité au fil de la vie de l'entreprise et de sa croissance pour retrouver des points de contact au quotidien, pour faire vivre ce projet économique et social parmi l'ensemble des permanents aussi. Et puis, entre structures d'insertion, j'ai été très sensible aussi à ce que tu as signalé, Robin, sur la coopération, en fait l'ADN des structures de l'économie sociale et solidaire, qui est de faire de la solidarité parce que c'est leur projet et pas seulement parce que c'est un outil. Et c'est vrai que on a pu l'expérimenter là pendant depuis le début de la crise sanitaire. Si on avait été un simple traiteur qui n'était pas un acteur de l'économie sociale et solidaire et de l'insertion professionnelle, on aurait simplement mis les équipes au chômage partiel, on aurait attendu la reprise du marché pour redémarrer avec les troupes qui seraient restées encore présentes à ce moment-là. Mais c'est pas notre projet. Notre projet, c'est de maximiser notre utilité sociale et territoriale. Et donc, on a eu comme stratégie de maintenir l'activité le plus possible pour permettre à nos propres bénéficiaires, d'abord de ceux qui le souhaitaient et le pouvaient, de venir au travail, c'est-à-dire parfois de sortir de situations domestiques compliquées, de rompre l'isolement, etc. Mais aussi à nos bénéficiaires clients. Par exemple, nous faisions déjà de la solidarité alimentaire avant le coronavirus. Nous livrons des repas pour des associations comme Aurore, par exemple, qui, à leur tour, ont des bénéficiaires d'accueil, de jours d'accueil inconditionnel, qui ont besoin de manger. Donc, si nous, on le faisait pas,
qu'est-ce qui allait se passer pour ces personnes-là. Donc les bénéficiaires de nos bénéficiaires, et ensuite les solutions qu'on a trouvées, on a par exemple fait appel à de la philanthropie pour monter un gros programme de solidarité alimentaire en Seine-Saint-Denis. On a eu aussi le réflexe de solidarité avec nos collègues structures d'insertion de Seine-Saint-Denis. Dire voilà, on a un gros financement qui arrive pour faire la solidarité alimentaire en Seine-Saint-Denis. Vous êtes des SIAE alimentaires de Seine-Saint-Denis. Partageons cette philanthropie pour permettre à toutes nos structures d'être présentes et de reprendre à la barre la casse sociale de cette période-là. Voilà. Et donc ça, ce sont des choses qui sont, je pense, constitutives effectivement de notre projet politique et social en tant qu'acteur de la solidarité, et pas uniquement simplement, enfin qui nous différencie, je pense, des acteurs de l'économie classique et d'une simple logique utilitaire à court terme. Je ne sais pas si... Très bien, merci beaucoup Louise comme vous aurez d'autres occasions de développer dans la suite de notre discussion. Et je rappelle aux participants et participantes de poser des questions dans l'onglet questions de notre outil. Donc, merci beaucoup pour cette intervention très riche. Effectivement, l'enjeu du juste équilibre entre engagement et pragmatisme me paraît important. On ne reste pas une terre d'engagement si notre activité ne tourne plus et ne fonctionne plus. Donc, vous avez raison de rappeler cet élément-là. Et j'ai trouvé ça très fort ce que vous avez dit sur notamment la différence entre solidarité et charité. Et effectivement, on n'inclut pas dans la solidarité, dans la charité, pardon. Il n'y a que via des mécanismes profondément de solidarité qu'on peut inclure chacun et réussir à entreprendre des choses de manière collective. On ne peut pas le faire dans la charité tout simplement. Donc, j'ai trouvé ça effectivement très intéressant. Je vous propose qu'on passe donc à l'intervention de Anne Huet, donc responsable interrégionale des actions associatives en Nouvelle-Aquitaine d'APF France Handicap. Merci beaucoup Anne pour ta présence à nos côtés. Donc APF France Handicap est la plus grande organisation française reconnue d'utilité publique de défense et de représentation des personnes en situation de handicap et leurs proches. Les personnes en situation de handicap qui, pour rappel, constituent le public le plus discriminé en France. Et donc, quand on parle évidemment d'inclusion de toutes et tous, on ne peut pas le faire sans parler des personnes en situation de handicap. Et donc, en tout cas, on est à ce stade très loin d'une société pleinement inclusive sur ce plan. Et donc, n'hésitez pas à nous parler des activités de l'APF et que préconisez-vous pour mettre fin à ces discriminations et comment l'ESS peut-elle agir plus fortement en faveur de l'inclusion. Merci Pauline, merci pour cette invitation. Pour APF France Handicap, être présent dans cette tribune, c'est aussi réaffirmer notre engagement dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Très clairement, je suis administratrice dans à la Crest Nouvelle-Aquitaine et j'en suis ravie parce que c'est effectivement, nous, on a un combat de tous les jours. Alors moi, je suis salariée. Je ne suis pas engagée en tant que bénévole, mais en tant que salariée. J'ai effectivement des missions, mais je considère que mes missions sont très fortes aussi d'un engagement que peuvent avoir les bénévoles chez nous. Nous avons 25 000 bénévoles, 6 000 réguliers. C'est quand même, je me sens quand même solidaire d'eux, même si je n'y suis pas, même si je ne milite pas de la même manière qu'eux, puisque nous sommes aussi une association de revendication et de militance. Alors, APF France Handicap est une association qui porte un certain nombre de structures du médico-social, mais également une association de représentation des personnes en situation de handicap, de leurs familles. C'est un peu cette spécificité d'APF France Handicap qui n'est pas toujours connue. Alors quelquefois on connaît le côté militance avec nos revendications qui datent, puisqu'on est une association qui a près de 90 ans, mais également où on nous connaît du côté plutôt médico-social et avec nos près de 500 structures qui constituent notre organisation, notre association. Nous sommes une seule association unique, je tiens à le dire parce que
pour beaucoup de personnes, on parle des APF, non. D'abord, on est APF France Handicap, ça veut dire qu'on est tout handicap aujourd'hui. On ne s'appelle plus Association des paralysés de France. Et on représente aujourd'hui tous les champs du handicap. Alors, parler d'engagement et d'inclusion pour APF France Handicap, c'est d'abord se positionner sur qu'est-ce que c'est pour nous une société inclusive et solidaire. C'est vraiment ce qui nous anime tous au quotidien. Et pour nous, une société inclusive et solidaire, c'est une société qui combat les préjugés et les discriminations dans tous les domaines de la vie. Pas seulement autour des questions liées au handicap, mais dans tous les domaines de la vie. Ça, c'est important parce qu'effectivement, on peut être sectorisé dans le secteur du handicap, ce qui est normal, c'est notre quotidien. En revanche, on ne se limite pas à cet environnement-là parce que vous allez le voir dans ce que je vais évoquer avec vous, on s'adresse pas seulement aux personnes en situation de handicap. Vous le disiez, Pauline, le public en situation de handicap est le public le plus discriminé en France. Le défenseur des droits le redit dans son rapport en 2020. C'est toujours la première cause de discrimination en France. Alors, pour rappel, on donne des chiffres. En France, on dit qu'il y a 12 millions de personnes en situation de handicap. Alors, on va dire 12 millions de personnes qui peuvent être empêchées. Ce n'est pas 12 millions de personnes avec une reconnaissance administrative du handicap, mais 12 millions de personnes qui sont empêchées. Elles sont bien en situation de handicap. Ce ne sont pas des personnes handicapées, ce sont des personnes qui sont empêchées de faire un certain nombre de choses dans leur quotidien. Et ces 12 millions de personnes, elles ont auprès d'elles 11 millions d'aidants. Donc, ça veut dire qu'on a plus de 20 millions de personnes en France qui sont concernées de plus ou moins près par toutes les questions liées au handicap et les problématiques qui en découlent, et donc qui sont potentiellement discriminées, directement ou indirectement. Et APF France Handicap, notre combat depuis le début de la création de l'association en 1933 s'aligne complètement aujourd'hui sur le défenseur des droits, dans l'approche par les droits. Nous, notre préconisation pour faire une vraie politique inclusive, une société inclusive, c'est de défendre l'accès aux droits pour que personne ne soit éloigné de ses droits. C'est vraiment notre credo du quotidien, parce que les personnes en situation de handicap sont des personnes, des citoyennes et des citoyens comme les autres. Ils doivent donc accéder aux mêmes droits. Il n'y a pas de oui, mais ils doivent accéder aux mêmes droits. Quand on a dit ça, comment on le traduit dans le quotidien? Parce que les barrières, elles existent toujours, elles sont nombreuses, elles sont variées. On n'en a pas toujours conscience. Je peux moi-même, dans certaines situations, zapper quelque chose parce que je n'intègre pas toujours tout de ce que peut être une société inclusive. Mais globalement, il y a des barrières et il faut qu'on les repère. Et APF France Handicap, dans son plaidoyer, identifie et propose un certain nombre de solutions pour lever ces barrières. Je pense que c'est important. Alors, je vais vous en citer. C'est pas compliqué. On vient de préparer, comme beaucoup d'associations, hein, on a préparé un certain nombre d'éléments en vue de la campagne pour l'élection présidentielle. Donc, on a même un taux de mesures essentielles à mettre en œuvre. Et je vais vous citer 10 mesures essentielles et concrètes qui vont peut-être aiguiller la réflexion des uns et des autres. Une première, c'est d'inscrire le handicap comme motif de discrimination dans la Constitution. Ça paraît basique, hein, c'est quand même quelque chose de simple. Et ben, nous, on dit, mais oui, mais il faut le faire. Il faut le faire parce que tant que ce n'est pas inscrit dans notre Constitution, dans notre texte fondateur, on est quand même en difficulté pour le faire appliquer au quotidien. Et c'est alors en Belgique, en Espagne, la discrimination est inscrite dans la Constitution. Donc c'est un élément important. On peut aussi imaginer de conditionner toute aide publique à l'obligation d'accessibilité et mettre en place des dispositifs incitatifs. Alors il en existe, mais c'est pas systématisé aujourd'hui. Donc, on peut avoir des dispositifs comme des dispositifs autour de la fiscalité et des aides publiques à l'accessibilité, par exemple. On peut revenir aussi à l'obligation d'un taux de 100% de logements accessibles dans le neuf
ce que la loi Elan a supprimé. On a eu un combat important au niveau de l'association là-dessus. C'est vrai que c'est un coût supplémentaire. On va pas le nier. Mais quel est notre choix? Quelle est notre stratégie? Est-ce qu'on veut continuer à avoir des personnes qui vont ne pas pouvoir choisir, par exemple, leur logement, choisir son logement, vous et moi, quand on va choisir louer ou acheter une maison ou un appartement, on fait un choix. Alors, on fait un choix financier, mais on fait un choix aussi d'environnement. Ce n'est pas le cas des personnes en situation de handicap. Elles ne peuvent pas choisir leur lieu d'habitation. À partir du moment où on a retiré cette obligation de 100% de logement inclusif dans les nouveaux habitats, on ne peut pas choisir son logement, c'est pas vrai. Après, on a une quatrième proposition, c'est de réduire les effectifs des classes à 20 élèves dès qu'il y a un élève qui nécessite des adaptations pédagogiques ou une programmation adaptée des objectifs d'apprentissage. 20 élèves. Pourquoi? Parce que dans une classe, un enseignant, quand bien même il y a des accompagnants pour les jeunes enfants, ce n'est pas toujours aisé d'enseigner dans des conditions avec un enfant en situation de handicap. Et un enfant en situation de handicap, il est plus facilement inclus quand l'enseignant et toute l'équipe pédagogique, elle est prête à l'accueillir dans de bonnes conditions. Parce que ce n'est pas seulement l'enseignant aussi, c'est les élèves de la classe. Et le groupe classe et l'ensemble des classes autour de l'enfant en récréation et dans les temps hors classe. Après, il y a tout ce qui concerne les questions d'accès à l'emploi. On sait que l'accès à l'emploi pour les personnes en situation de handicap, on a un taux de chômage des personnes en situation de handicap qui est plus de 2 fois supérieur au taux de chômage des personnes valides, on va dire. Donc, il y a des modèles à étendre, l'expérimentation territoire zéro chômeur longue durée. Pour nous, c'est un vrai acteur, un vrai modèle que l'on peut reproduire en termes d'inclusion. De même, tout ce qui tourne autour des CDD tremplin, donc d'accompagner des personnes en situation de handicap vers le milieu ordinaire depuis les entreprises adaptées, mais les accompagner vers le milieu ordinaire. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts. C'est vraiment une stratégie pour favoriser l'inclusion au travers de l'emploi. La question du revenu d'existence, c'est aussi une vraie question. Les personnes en situation de handicap, elles ont pour beaucoup des difficultés de ressources. L'association est très mobilisée sur la déconjugalisation de l'AAH. C'est quoi la déconjugalisation de l'AAH? C'est que alors je vais faire une généralité, mais vous allez vite le comprendre. Une femme en situation de handicap, elle ne perçoit pas l'allocation adulte handicapé pleine et entière à partir du moment où, parce qu'elle est en couple, et on prend en compte les revenus du couple et non pas ses revenus à elle. Ce qui fait qu'elle ne perçoit pas une allocation pleine et entière. Si à un moment, elle veut, entre guillemets, reprendre sa liberté pour raison X, Y ou Z, elle est coincée. Et de même, il y a des personnes aujourd'hui qui divorcent pour que les personnes puissent percevoir cette allocation. Il arrive qu'il y a des couples qui sont tous les deux en situation de handicap. Même à deux, ces revenus ne sont pas suffisants pour vivre dignement. On en parle on parle beaucoup de l'emploi, on le voit beaucoup, mais la question des ressources pour les personnes en situation de handicap, c'est une vraie question. Et donc, on ne peut pas parler d'inclusion à partir du moment où les ressources ne sont pas assurées et on n'est pas serein sur ces ressources. Il y a tout ce qui est autour des lieux de soins. Rendre accessibles les lieux de soins. Ça, c'est une vraie problématique que l'on rencontre régulièrement au sein de l'association, mais au sein d'autres structures. C'est-à-dire que les lieux de soins ne sont pas tous accessibles. Quelquefois, quand ils sont accessibles, il arrive que des médecins disent non, mais j'ai pas le temps. C'est-à-dire que je ne prends pas le temps en tant que médecin d'ausculter telle ou telle personne parce qu'elle est en situation de handicap. Et ça, c'est un motif vraiment de discrimination qui ne peut faire que hurler.
Ensuite, on propose aussi une prestation universelle d'autonomie couvrant tous les frais liés aux dépenses supplémentaires, qui sont des aides humaines, les aides techniques, l'adaptation du logement, l'aide à la parentalité, à la communication, à la sexualité, sans reste à charge. Je vous ai dit au début, l'accès de tous, de tout le monde, de toutes les personnes à tout. Quand on a un reste à charge, on ne peut pas accéder à tout. Donc la question de la prise en charge financière, on revient sur des questions financières, mais c'est quand même pourquoi quand on est en situation de handicap, on ne peut pas accéder à tout. Pourquoi un enfant en situation de handicap, il est par exemple exclu de certaines activités périscolaires? Un voyage à la neige ou un voyage à la mer proposé par le périscolaire, ben non, il va mettre de côté, il ne va pas accueillir un enfant parce que ça nécessite une organisation spécifique. Ben ça, c'est de la discrimination. Et enfin, deux autres points, ben choisir l'aide humaine que l'on souhaite, c'est-à-dire ne pas être dépendant systématiquement d'une offre de service qui existe sur son territoire, mais pouvoir se déterminer et dire, ben, moi, je veux tel ou tel accompagnement, de la même manière que je veux tel ou tel logement. Je veux ça ou ça. C'est pas dans ce sens que ça se passe aujourd'hui. C'est l'inverse, c'est-à-dire je suis dépendant de l'offre qui existe sur mon territoire. Et enfin, alors on commence à en parler, même si c'est quelquefois encore un peu tabou. Les personnes en situation de handicap, elles ont, comme les autres, droit à une vie affective, intime, sexuelle. Et c'est toutes les questions qui tournent autour de la reconnaissance d'un droit effectif à la vie affective et sexuelle avec des services d'assistance sexuelle. Nous, on a un président notre ancien président qui disait souvent, je suis prêt à faire de la prison pour ça. Ben oui, parce qu'en France, on n'a pas, la législation ne permet pas aux personnes en situation de handicap d'accéder pleinement à une vie affective et sexuelle. Bon, voilà des mesures un peu, alors qui peuvent paraître un peu choc par moment, mais c'est souvent simplement du bon sens ou de la méconnaissance peut-être de qu'est-ce qui est facteur et en quoi au quotidien on peut produire de la discrimination. Mais voilà, les propositions d'APF France Handicap sont très claires. Elles sont bien développées dans notre plaidoyer. On a un plaidoyer très conséquent, on a un plaidoyer général et puis des plaidoyers pour certaines thématiques. Et je pense que les acteurs de l'ESS peuvent aller s'inspirer de certaines questions, puisque on n'a pas une approche uniquement par le handicap, mais une approche universelle. L'accès à un bâtiment, l'accès à un établissement recevant du public n'est pas, les lois ne concernent pas que les personnes en situation de handicap, mais elles peuvent concerner une maman avec une poussette, elles peuvent concerner une personne âgée pour accéder à tel ou tel lieu, à tel ou tel cabinet médical. Ça ne concerne pas que les personnes en situation de handicap, d'où l'approche universelle qu'a l'association pour défendre tout ce qui est activité d'inclusion. On a un arsenal juridique important en France. Hein. On a quand même un certain nombre de lois qui encadrent toutes les questions liées à l'inclusion. Malheureusement, elles sont pas appliquées. On a la loi de 75, on a la loi de 2005, on a la loi de 2010. La loi de 2010, c'est la signature par la France de la Convention des Nations Unies pour les droits des personnes handicapées. Et malheureusement, aujourd'hui, elles ne sont pas pleinement appliquées. Alors, pour répondre à la deuxième question, comment l'ESS peut contribuer à agir en faveur de l'inclusion? Alors, bon, je vous ai déjà dit, je pense que aller fouiller un petit peu dans le plaidoyer d'APF France Handicap, ça peut donner des pistes. Mais peut-être que l'idée de proposer aux acteurs de l'ESS qui s'appliquent à eux-mêmes les principes d'inclusion avant d'aller les prôner autour d'eux, je pense que de s'appliquer à eux-mêmes et de se poser la question, mais qu'est-ce que je peux faire moi au sein de ma structure pour être plus inclusif ou plus inclusive, c'est se poser des questions. Par exemple, est-ce que aujourd'hui,
Alors, je ne veux pas stigmatiser, hein, est-ce qu'aujourd'hui, cette visio, elle propose une traduction en langue des signes? Est-ce qu'elle est sous-titrée? Est-ce qu'elle est accessible à tous? Voilà. Alors, ça, c'est les premières questions qu'on peut se poser quand on est au quotidien. Est-ce que mon approche là, elle est inclusive aujourd'hui? Donc, c'est une première réponse que je peux vous faire en termes de qu'est-ce qu'on peut faire soi-même en termes d'inclusion. Et puis, on peut imaginer peut-être de meilleures coopérations entre les différents acteurs de l'ESS. On a quand même un certain nombre, dans l'économie sociale et solidaire, on a un certain nombre d'entreprises adaptées et d'établissements en service d'aide par le travail qui ont des postes, enfin des missions qui sont occupées par des personnes en situation de handicap. Typiquement, je pense qu'on peut aller facilement vers ces structures-là pour leur proposer des partenariats, pour échanger. On développe aujourd'hui tout ce qui est ZAT hors les murs, déplacement aussi de personnes en situation de handicap d'une entreprise adaptée vers un employeur en dehors de l'entreprise adaptée. Je pense que tous ces dispositifs-là, ils sont facteurs d'inclusion et ils peuvent être aidants pour une structure de l'ESS. C'est des petites idées, mais ça peut aider parce que intégrer des personnes en situation de handicap dans sa structure, c'est quand même favoriser un climat social différent, c'est avoir une ouverture aux autres, c'est arrêter de se regarder le nombril et puis penser les choses différemment, penser une organisation du travail différemment, penser une organisation de l'activité différemment. C'est beaucoup de... C'est une réflexion, c'est une stratégie, mais c'est une réflexion qui se mène sur le long terme et pas one shot. Alors one shot, ça peut être one shot, mais l'idée c'est d'avoir quand même une stratégie. De la même manière qu'on va avoir un plan marketing pour sa communication, on peut avoir un plan de développement de sa politique d'inclusion dans le secteur de l'ESS. L'ONU évoque des aménagements raisonnables pour les postes de travail. C'est pas si compliqué que ça. C'est juste se poser les bonnes questions avec les bons intervenants. On a des intervenants et des aides de l'AGFIP, on peut tout à fait les solliciter. Je dis l'AGFIP, mais ça peut être le FIP-HFP, mais nous, on n'est pas, a priori, dans le SS, on n'est pas concerné, puisque c'est le public qui s'adresse au FIP-HFP, mais on a des interlocuteurs qui peuvent nous aider pour ce qui est de l'insertion de personnes en emploi. Après, c'est d'intégrer dans nos conventions avec différents partenaires, de privilégier plutôt un acteur qui agit en faveur de l'inclusion. Si on ne peut pas le faire soi-même, on peut aussi travailler avec des structures, monter des partenariats avec des structures de l'ESS qui sont, je ne vais pas dire exemplaires, parce qu'on peut pas parler d'exemplarité, je pense, dans ce domaine-là, mais qui sont engagés dans l'inclusion. Et je m'arrête là, pardon. Merci. Merci beaucoup, Anne, pour cette intervention très intéressante et merci d'avoir notamment débuté cette intervention en parlant du terme inclusion, puisque c'est vrai que le terme inclusion signifie mettre fin à toutes les discriminations. Et trop souvent, quand on parle de société inclusive, on réduit ça, entre guillemets, à la question du handicap, même si évidemment c'est une problématique majeure et votre intervention l'a bien démontré, mais c'est effectivement plus large que ça et votre approche en tout cas est très intéressante. Et c'est vrai, il faut s'appliquer à soi-même ce qu'on en prône pour les autres et c'est notamment le cas de ce webinaire. Alors, nous allons permettre sa rediffusion et notamment voir pour mettre des sous-titres, mais c'est vrai que là, en l'état, il n'est pas inclusif en tant que tel et tout ça doit nous interpeller et nous questionner pour la suite dans une optique d'amélioration. Nous allons maintenant laisser la parole à Véronique Landré-Jadot, qui est donc directrice d'un établissement de santé mentale du groupe MGEN. Véronique, merci beaucoup pour votre présence à nos côtés aujourd'hui. Donc, vous êtes directrice d'un établissement de santé mentale et donc, de fait, votre activité, elle se situe un peu au carrefour des thématiques qu'on étudie aujourd'hui. Bien évidemment,
vous vous mobilisez au quotidien dans une dynamique d'engagement, évoluer dans un cadre mutualiste, ça signifie quelque chose aussi. C'est déjà une démarche d'engagement pour vous, mais également pour les personnes qui vous entourent, vos équipes, toute la structure de manière générale. Et puis, pas n'importe quel établissement, un établissement en santé mentale, c'est-à-dire qui accompagne en matière de santé un public qui trop souvent est laissé sur le côté et trop souvent voilà, laissé de côté par les politiques publiques. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous pouvez nous décrire un peu votre activité et puis surtout nous dire les enseignements que ça vous en tirez et peut-être nous parler aussi des spécificités de cet engagement mutuel. Merci beaucoup, Pauline. Bonjour à toutes et à tous. Je vais introduire mon propos par des paroles un peu plus générales. Ça va rejoindre beaucoup ce qu'a évoqué Anne, bien sûr, hein, puisque mon domaine est aussi celui du handicap, mais le handicap psychique, et tous les publics sont concernés. Alors, je m'excuse par avance, mais là, juste à l'instant, il y a une grève, une manifestation dans la rue. J'espère que vous ne serez pas gênés par les sirènes, mais c'est… Écoutez, on parle d'engagement. Juste de démarrer, j'en suis vraiment désolée. Aucun problème, c'est une autre manière de s'engager. Voilà, exactement. Exactement. Donc, vous aviez posé la question, est-ce que l'économie sociale et solidaire fait tout ce qui est en son pouvoir pour faire vivre l'engagement et l'inclusion, et puis comment on peut faire mieux les choses. Je démarrerai plutôt par ça dans un premier temps, et après je ferai le lien avec la MGEN et puis la santé mentale et ses engagements. Moi, je pense que l'économie sociale et solidaire fait tout ce qui est en son pouvoir, parce que c'est inscrit largement dans ses objectifs, mais je dirais qu'elle ne peut pas tout. Là, je vais rejoindre totalement ce que disait Anne, hein, puisque c'est une question qui est largement sociétale, et j'ai bien aimé l'approche universelle qu'a évoquée tout à l'heure ma collègue. Donc, l'idéal d'une société totalement inclusive, ce serait une société qui prend en compte les particularités. Enfin, là, je vais reprendre un peu la définition de la Commission européenne, hein, mais qui prend en compte toutes les particularités, qui réduit les inégalités, qui permettrait à tous de participer à la vie économique, culturelle, sociale, et où chacun aurait un niveau de vie décent. Si je dis ça, c'est parce que ça va rejoindre aussi la façon dont on peut soigner aujourd'hui dans les établissements de santé mentale. Ce qu'on s'aperçoit en fait, c'est qu'on vit dans une société qui continue à exclure, et à exclure dans tous les domaines. Donc le principe de solidarité ne joue pas toujours, hein, et pourtant, les textes de loi, les politiques publiques, tous les grands débats philosophiques vont vers cette orientation de réduction des inégalités. Malgré tout, on vit dans une société industrielle mondialisée où la solidarité, on a l'impression qu'elle se heurte à un plafond de verre, hein, voilà, donc c'est la loi de marché qui est en vigueur pour la majorité. Par exemple, l'économie sociale et solidaire, elle ne représente en France que 10% du PIB. C'est quand même significatif. 2 millions de salariés, enfin un peu plus de 2 millions de salariés. Donc, finalement, c'est une petite part, je dirais, dans ce qui pourrait se faire, hein, dans ce qui serait souhaitable de faire, quoi. Donc, cette orientation d'inclusion à tous les niveaux, c'est un véritable engagement, hein. Voilà, donc les entreprises de l'économie sociale et solidaire, pour ma part, ne sont pas assez nombreuses. Et pourtant, je pense que, et c'est ce qu'avait rappelé aussi Louise tout à l'heure, hein, que le modèle d'une entreprise performante est compatible aussi avec une responsabilité sociétale d'inclusion et avec la notion d'engagement. L'argent peut servir à autre chose que de faire du profit pour un petit nombre, hein, et c'est ce que font d'ailleurs les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Donc, ces entreprises
de l'économie sociale et solidaire sont actrices de la transformation sociale. Hein. C'est l'intérêt collectif qui prime avant tout, et elles sont d'ailleurs le lien d'innovation, de création de liens sociaux. Ça va dans l'intérêt du citoyen et donc de l'inclusion. Pour moi, c'est vraiment un système qui est plus durable que l'autre système, on va dire, et puis c'est recentré aussi l'homme au cœur de cette économie. Donc, c'est un véritable engagement que s'est donné aussi la MGEN. Alors, Robin en a parlé tout à l'heure, hein, la MGEN, qui est une structure et un acteur de l'économie sociale et solidaire, s'est donné comme raison d'être, justement, de faire du bien-être de ses adhérents, patients, résidents et assurés sociaux un objectif prioritaire, et toutes ces actions sont en faveur de la réduction des inégalités, de la prévention de la santé. Elle agit également en faveur du développement durable et des pratiques responsables, puisque la MGEN a des établissements, mais a aussi d'autres activités d'assurance et de prévoyance. Donc, elle agit à tous ces niveaux-là, quoi. Donc, elle est moteur pour l'économie et l'émancipation des personnes. Hein. C'est un engagement solidaire et humaniste, comme l'a rappelé Anne tout à l'heure. Donc, bon, moi, si je prends par exemple l'exemple de la santé mentale, qui est un établissement dans lequel je travaille, je travaille dans 2 établissements. Les patients qui sont reçus appartiennent à un profil de patients vraiment divers, socialement divers, mais ce sont des patients très fragilisés et souvent discriminés, comme on l'a rappelé. Et pour cela, ils ont du mal à accéder au travail. Donc, ils ont du mal à accéder au travail, donc ils ont du mal à accéder au logement, et vice-versa. Et parce que le regard qu'on porte sur eux est discriminant, ils s'excluent eux-mêmes de l'espace public. Donc, voilà, c'est un cercle vicieux quelque part. Hein. Et souvent, bon, c'est pas que le domaine de la santé mentale, mais il y a une espèce de normalisation, hein, dans le sens d'une norme qui serait valable pour tous. Alors, je peux citer les démarches administratives, par exemple, ou les transports, mais je peux citer des tonnes d'exemples. On en a cité quelques-uns tout à l'heure, hein, ce qui fait que ça exclut énormément de personnes. Il suffit de ne pas posséder d'ordinateur ou de carte bancaire et on ne peut plus faire certaines démarches administratives. Donc déjà, pour un public qui aurait toutes ces facultés, c'est déjà compliqué. Donc pour un public fragilisé, ça l'est encore plus. Hein. Aujourd'hui, les personnes fragilisées, c'est aussi les personnes âgées, les personnes handicapées. On en a parlé, mais voilà quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, une personne handicapée peut prendre le métro? Non, c'est pas possible. Donc voilà, on exclut les gens, quoi. Je trouve qu'on a perdu le lien qui réunissait les hommes et les femmes entre eux parce qu'il y a une norme qui exclut un certain nombre de personnes. Et la crise sanitaire, elle a sérieusement creusé le fossé, hein, parce que ce sont les personnes les plus fragiles qui ont le plus souffert. Donc, le droit à l'équité, parce que je ne parlerai pas d'égalité, en fait, je parlerai peut-être plus d'équité réelle et effective, ressemble aujourd'hui à un miroir aux alouettes. On n'arrive pas à faire les choses pour que ce soit équitable pour tous. Parce que équité ne veut pas dire égalité ni similarité. Hein. Bien sûr, il faut être juste et cohérent. Voilà, chacun est un être singulier et particulier. Donc, le but, l'objectif, c'est que tout le monde puisse, je veux dire, être dans la cité comme tout un chacun. Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous, dans les établissements? Alors, on agit au niveau de l'éducation, parce que je pense que l'éducation, c'est une des solutions pour changer les choses. Donc, par exemple, on fait de l'éducation thérapeutique
certaines personnes. L'information aussi, hein, nos professionnels de santé se déplacent dans d'autres établissements et participent à la formation d'autres professionnels pour faire connaître la santé mentale et tous les outils, bien sûr, parce que ce sont des professionnels, tous les outils qui peuvent voilà, aider ces personnes. On participe aussi à des interventions pour le grand public et sur les mêmes sujets. Hein. Mais aussi, on redonne la parole aux personnes en difficulté et on leur permet d'auto-agir et de reprendre le contrôle de leur vie tout en les accompagnant. Par exemple, nous avons une maison des usagers en santé mentale qui est en dehors de notre établissement et donc qui a vu le jour en 2014, qui n'est pas un lieu de soins, mais c'est un lieu d'accueil où on peut informer toutes les personnes qui ouvrent la porte pour les informer sur la maladie mentale, sur les dispositifs, sur les associations, etc. Et nous recevons aussi les associations qui font leurs réunions, qui peuvent recevoir leurs adhérents. Voilà, donc on met en synergie un peu toutes ces associations avec les personnes qui souhaitent avoir des renseignements. On y accueille aussi le comité local de santé mentale, qui est un comité qui regroupe les acteurs associatifs, mais les acteurs des collectivités territoriales et donc notre établissement, voilà, pour trouver des solutions dans la cité pour répondre à des problématiques sur la santé mentale, comme par exemple la problématique de la prévention du suicide, entre autres, mais ça peut être bien sûr d'autres sujets. Et puis, pour en revenir à l'auto-action des personnes et au fait de leur redonner la parole, hein, ce qu'on appelle la démocratie sanitaire, nous accueillons également et nous accompagnons un groupe de personnes, d'usagers en santé mentale qui est en train de monter un groupe, une espèce d'université des usagers pour les usagers. Et donc, ils s'auto-forment, en fait, ils s'auto-informent et ils s'auto-forment. Voilà, ils font eux-mêmes des formations voilà, en valorisant le savoir expérientiel. Mais pour en revenir à la démocratie sanitaire et au fait qu'on redonne du contrôle aux patients, puisque c'est un hôpital, ça demande également un repositionnement des soignants, c'est-à-dire que de sachant, ils doivent se repositionner avec la personne, vers un accompagnement de la personne, en permettant de se focaliser non plus seulement sur la problématique pathologique de la personne, mais plutôt en essayant de s'aider des possibilités de la personne, c'est-à-dire de ses envies, de ses qualités, mais aussi de ses difficultés, malgré tout, mais pour construire un vrai projet de vie. Et surtout, garder cette notion d'espoir, parce que c'est vrai que la stigmatisation a fait perdre l'espoir à ces personnes-là, en fait. Hein. Donc, le but, c'est aussi de redonner cette notion d'espoir et d'aller voir plus loin, d'essayer de faire quelque chose de ces souhaits de projet. Il y a aussi, par exemple, un dispositif qui s'appelle Passe Vert, qui est dans un établissement de Rueil-Malmaison, qui travaille aussi avec le CCAS, les aidants et les familles, et l'équipe médicale pour établir un projet de vie personnalisé face à des difficultés de patients, mais qui souhaitent avoir un objectif précis dans sa vie. Donc, ça peut être reprendre des études, trouver un travail. Voilà, il y a une aide à ce niveau-là et ça se fait ensemble. Hein. C'est ce qu'on appelle l'intelligence collective, en fait, cette synergie entre les compétences des uns et des autres pour aller plus loin.
Donc, pour moi, effectivement, la démocratie sanitaire doit se généraliser voilà, le plus possible. En tout cas, c'est un point important pour faire avancer les choses, pour que chacun et chacune ait la connaissance des difficultés des uns et des autres, quoi. Voilà ce que je peux rajouter, parce que beaucoup de choses ont été dites avant moi, mais voilà. Merci beaucoup pour cette intervention extrêmement riche et qui, là encore, a créé des ponts avec les interventions précédentes. Je retiens, bon, il y a plein d'éléments qu'on peut retenir, mais notamment Oui. cette idée de favoriser l'auto-agir, permettre aux personnes de reprendre le contrôle, puisqu'on n'a pas de société qui peut inclure véritablement dans la durée si en fait les personnes concernées n'ont pas le contrôle de leur vie. Et donc, ça me paraît particulièrement important, cette notion d'auto-agir. Avant de passer aux questions des uns et des autres, est-ce que certains d'entre vous souhaiteraient réagir aux interventions précédentes? Peut-être. Si voilà, peut-être Robin notamment qui est intervenu en premier, s'il y a des éléments sinon on passe directement aux questions et ce sera possible de réagir après aussi. Moi, je peux, voilà, effectivement, Véronique a bien répondu sur ce côté de l'auto-action, mais moi, j'aimerais bien aussi entendre Anne et Louise sur cette question, c'est-à-dire qu'est-ce que les bénéficiaires font? Alors, je sais qu'ils sont très actifs à APF France Handicap notamment, c'est aussi s'ils peuvent donner quelques exemples de quelle participation des bénéficiaires à la co-construction des activités des organisations. Anne, n'hésitez pas à commencer si vous le souhaitez. Alors, on va parler chez nous, on va parler d'adhérents en termes de bénéficiaires et d'usagers. Un usager, c'est une personne qui est accompagnée par nos établissements ou services médico-sociaux, qui n'a aucune obligation d'adhésion à l'association. Il peut, certains le font, mais c'est pas du tout une majorité, je dirais malheureusement, parce qu'on serait bien content d'avoir ce socle-là d'adhérents en plus, mais ce n'est pas le cas. Et puis nos adhérents, nous avons à peu près 20 000 adhérents aujourd'hui en France. Et c'est ce socle d'adhérents qui nous donne quand même ce pouvoir d'agir et ce pouvoir de revendication auprès des pouvoirs publics, cette force impressionnante, hein, puisque c'est aussi pour ça qu'on est reconnu. Alors, comment on permet aux personnes de se positionner alors, Véronique a parlé d'un programme d'éducation thérapeutique du patient. Nous en avons un sur la Nouvelle-Aquitaine que nous avons développé. Alors, non pas l'approche par une maladie, mais l'approche par le handicap moteur et ses troubles associés. C'est-à-dire qu'on a pris le pari avec l'ARS qui nous a accompagnés pendant 4 ans, et là on est en fin d'expérimentation. On souhaite évidemment capitaliser et s'aimer. L'idée, c'était on accompagne la personne vers plus d'autodétermination pour qu'elle gagne en qualité de vie. Donc, comment on l'accompagne? Eh bien, on lui propose un programme d'éducation thérapeutique du patient qui est co-construit avec des professionnels de nos délégations, donc de la partie mouvement de l'association, mais aussi des établissements et services médico-sociaux. On travaille main dans la main. Et on leur dit, écoutez, si vous avez envie de gagner en qualité de vie et donc en possibilité d'autodétermination et de vous positionner autrement, au sein de votre famille, au sein de la société, au sein de votre emploi, ou pour aller vers l'emploi, ou pour aller vers un autre projet de vie, un programme d'éducation thérapeutique du patient, il peut vous aider à construire, à participer à votre parcours de vie, au-delà du parcours de soins, à votre parcours de vie. Et ça, c'est stratégique pour nous, mais c'est aussi notre manière d'accompagner alors autant des usagers que des adhérents,
On ne distingue pas là qu'on soit usager ou adhérent. Et là, les personnes, elles participent. On a des pairs émulateurs, donc on a des personnes en situation de handicap qui auraient été formées au même titre que des professionnels de l'association à animer, à préparer, à co-animer ou à animer des séances d'éducation thérapeutique du patient. Ça, c'est typiquement la place. Alors, on ne va pas parler de patients experts chez nous parce que c'est pas tout à fait ça, même si on s'en approche, mais on n'est pas dans le milieu sanitaire, mais on parle de périmulateur, c'est-à-dire moi, en personne en situation de handicap, je suis en capacité de mettre d'autres personnes en confiance pour les accompagner dans leur parcours de vie, dans leur parcours de soins, pour qu'elles gagnent en qualité de vie. Et après, on déploie des thématiques de séance qui sont, alors je ne vais pas dire à la carte, parce que même si c'est un peu ça, on a un programme à la carte en fonction des personnes, mais on s'adapte au contexte si on est avec des enfants, des adultes, parce que on le propose à partir de l'âge de tout petit, hein, à partir de 5-6 ans, on le propose, ce programme. Donc c'est vraiment une manière pour les personnes ensuite de s'inscrire dans une participation. Elles sont actives sur leur santé, mais après elles sont actives pour faire d'autres choses. C'est-à-dire quand un enfant il a mieux compris d'où vient son handicap, il accepte mieux tout ce qui est contrainte liée à sa santé, c'est-à-dire porter avoir le handicap moteur pour nous, c'est beaucoup d'enfants qui sont gênés ou pour marcher, enfin pour leur motricité. Donc il y a des corsets, il y a des choses qui sont les enfants ils luttent contre ça souvent. Ben non, on leur explique à quoi ça sert et comment ils vont mieux gérer leur quotidien en comprenant d'où vient leur handicap. Ben, ça c'est juste essentiel pour participer après, pour être mieux inclus dans la société. Parce que quand je porte mes appareillages toutes les nuits, même si j'aime pas ça, eh bien, je vais mieux. Donc je vais mieux à l'école. Je suis plus facilement scolarisable ou mieux scolarisée, ou je peux participer à des séjours vacances, je peux faire du sport, même si c'est du sport adapté, mais je peux me permettre ça. Donc c'est forcément dans la durée qu'on l'accompagne, hein. C'est pas un matin on a décidé que. Il faut embarquer les familles. Pour les enfants, il faut embarquer la famille dans la compréhension de ce qu'on va faire. On va faire différemment de ce qui se fait dans le médico-social entre guillemets d'habitude. On va accompagner avec un autre angle d'attaque, mais c'est une manière pour nous de faire participer les personnes. On a une association donc de défense des personnes. On a à peu près 700 élus dans l'association. Et on est une association de représentation des personnes en situation de handicap au niveau d'instances locales, départementales, régionales, nationales. Ce qui fait qu'on a un certain nombre de personnes qui portent la parole au nom de l'association de notre plaidoyer et puis nos positions dans différentes instances à toutes les strates de la société. Et comment on fait pour qu'elles le fassent? On les accompagne en mettant en place un programme de formation de nos élus et de nos bénévoles. C'est un programme interne où on les accompagne, apprendre à être en représentation, apprendre à comprendre, à appréhender notre plaidoyer. Et là, elles sont participatives. Elles participent. Ce ne sont pas des salariés de l'association, ce sont des bénévoles qui s'engagent pour le collectif. Et pour, toujours dans ce que je vous disais tout à l'heure, par exemple, une accessibilité universelle ou des droits universels. Ce n'est pas simplement pour les personnes en situation de handicap qu'elles font avancer les droits. C'est pour la société en général. Donc, je ne sais pas, est-ce que j'ai répondu Robin, à votre question là ou… Oui, je pense que vous avez en partie répondu. En fait, moi, ce que je voulais souligner, c'est que de la même façon que ça nous semble évident de demander l'avis à des personnes racisées pour faire des politiques antiracistes, ou de demander l'avis à des femmes pour des politiques antisexistes ou de violences faites aux femmes, ça me semble indispensable de demander l'avis aux personnes en situation de handicap, par exemple, pour des politiques qui les concernent directement. Et si je disais, vous avez en partie répondu, moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était la question de la gouvernance. Donc là, voilà, vous avez dit… Je voulais compléter là-dessus, oui. Ok, très bien.
Je vous propose peut-être que sur ce point, on y revienne plus tard. On a aussi des questions qui sont arrivées des participants sur ce point. Donc, je vous propose qu'on en revienne peu après. Louise, est-ce que vous souhaitez répondre à la question de Robin également sur le sujet de la co-construction avec les différentes parties prenantes? Oui, sur les bénéficiaires, effectivement, il faut bien regarder que, comme on dit au CORAS, on aime bien faire de l'utilité sociale, territoriale. On a des parties prenantes et des bénéficiaires de plein de sortes différentes. Chez Baluchon, par exemple, on a les personnes qui sont en parcours d'insertion ou d'inclusion par l'entrepreneuriat chez l'association Baluchon, qui a un incubateur culinaire inclusif. On a aussi comme partie prenante les collectivités, les territoires dans lesquels on agit ou qui nous sollicitent pour développer ou s'inspirer de ce qu'on a fait, nos clients qui sont évidemment des parties prenantes et nos partenaires opérationnels au quotidien. Là, ce sont 4 types de parties prenantes qui ont concrètement orienté nos actions et nos programmes. Par exemple, je parlais de la crise sanitaire tout à l'heure, quand on a eu nous, chez le traiteur d'insertion de Baluchon, on a été sevrés brutalement de 85% de nos ressources liées à l'activité événementielle de vente de prestations traiteurs et plateaux repas. Je disais qu'on a cherché d'autres activités. On a eu l'opportunité de monter un atelier de confection de masques, très éloigné de notre métier initial. Et on a interrogé nos collègues. Qui veut travailler sur cette activité-là? Est-ce que il s'agissait pas de forcer les gens à venir faire quelque chose qui n'était pas leur fiche de poste de départ, mais de permettre à ceux qui le souhaitaient de continuer à venir travailler et puis de participer à l'effort national de solidarité. La réponse était sans appel, c'est-à-dire qu'on a eu 20 volontaires évidemment très vite. Même chose pour maintenir l'activité de solidarité alimentaire. On a des gens qui travaillaient dans notre hôtel d'insertion à Montreuil, qui sont venus prêter main forte en cuisine, et puis des commerciaux aussi, parce que voilà, ce sont nos salariés, en parcours d'insertion ou pas, qui ont contribué aussi à ces orientations stratégiques-là. Sur les territoires, je pense à notre activité de restauration du midi, par exemple, des comptoirs où on s'installe dans des endroits où soit des entreprises, soit des zones d'activité un peu éloignées où les acteurs classiques de la restauration ne vont pas. Ça, c'est une sollicitation de territoire qui nous dit, voilà, on a un besoin à cet endroit-là. On a besoin d'avoir un service d'accès, en fait, à une alimentation de qualité pour les usagers de ce territoire-là. Comment on peut faire ensemble pour réfléchir à un truc qui tienne? Nous, on n'y serait pas allé spontanément. On réfléchit avec le territoire, avec la collectivité, avec les acteurs engagés. Les clients, évidemment, au début, quand on a créé Baluchon, le produit initial, c'était la conciergerie du dîner. C'était comme le panier bio livré au bureau, mais cuisiné pour le repas du soir. Vous le voyez plus aujourd'hui dans l'offre de Baluchon, parce que très vite, nos clients nous ont dit, en fait, votre produit est génial, mais c'est pas de ce service-là dont on a besoin de plateau repas. Bon, voilà, c'est ce qu'on a fait. On les a écoutés. Ça, c'est ce que font toutes les entreprises, d'écouter leurs clients pour faire évoluer leurs produits. Mais voilà, c'est un des exemples. Et puis nos partenaires opérationnels qui testent des trucs, avec qui on partage, avec qui on réfléchit, on partage des problématiques RH. On se dit voilà, est-ce qu'on n'a pas des sujets de recrutement ou de qualification d'une jeunesse engagée, on parle d'engagement là aujourd'hui. C'est un autre sujet dont on parlera peut-être après, mais et qui est un problème, je pense, sur lequel on n'a pas toutes les réponses sur comment on combine engagement, militantisme et puis confrontation au réel d'une organisation professionnelle où en fait il y a quand même des compromis à faire au quotidien. Et donc quand on travaille, quand on s'engage dans une structure de l'économie sociale et solidaire, on vient y chercher aussi quelque chose qui dépasse très largement le bulletin de paye à la fin du mois, et qui est une forme de réalisation, d'épanouissement personnel, et que qu'on trouve pas forcément tout de suite, ou dans lequel au contraire on peut sombrer et accepter trop de choses et pas mettre de limites suffisantes parce que on a l'impression de contribuer, il y a un sentiment de devoir, etc. Et donc on partage ces problématiques avec des collègues de l'ESS, de l'insertion. On se dit peut-être que voilà, en faisant passer des jeunes diplômés plein d'étoiles dans les yeux dans plusieurs structures avant d'atterrir sur un CDI, peut-être que là il y a une vertu intéressante à se confronter au réel pour faire des choix un peu plus éclairés. Voilà, c'est un exemple que je donne là. C'est une initiative qui a été montée par des collègues par ARES, mais à laquelle on s'intéresse de près.
Merci beaucoup pour cette réponse et merci beaucoup surtout Robin pour cette question très pertinente. Alors, il y a plusieurs questions qui nous sont apparues. Je vais toutes les dire et puis je vais vous laisser réagir et puis réagir sur ce que les autres intervenants vont dire. Donc, première chose, on me disait une question par rapport à la gouvernance de l'APF. On dit depuis le départ, il faut faire avec et non pas pour. Ça implique des mécanismes de gouvernance favorisant l'engagement de toutes et tous. Comment on arrive à faire ça avec 20 000 adhérents? Quelle organisation, notamment dans les territoires? Donc ça, voilà, une première question pour Anne. On a également une question pour Véronique. Qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, est-ce que ce serait possible de développer un peu sur le concept de démocratie sanitaire? Qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que cela veut dire, parce que c'est vrai, et moi en tout cas j'en ai le sentiment, ce concept il est vraiment au cœur de notre échange aujourd'hui et de notre thématique. La démocratie, enfin, quand on décompose le mot de démocratie, ça veut dire pouvoir s'exprimer, pouvoir décider. Qu'est-ce que ça veut dire ça en matière de santé? Vous parliez un petit peu de sortir de la position de sachant, mais qu'est-ce que ça implique pleinement voilà, pour les patients en tout cas. À Robin, la question, donc vous parlez de sortir du monosociétariat dans les structures, ou en tout cas de faire en sorte d'inclure toutes les parties prenantes dans les gouvernances des différentes structures. Quels sont plus précisément les constats qui ont amené à cette réflexion? Est-ce que c'était lié au sentiment qu'il fallait faire évoluer les modes d'engagement dans l'ESS pour continuer à avoir toute la force originelle? Enfin, voilà. Si on peut peut-être développer un petit peu sur cet élément-là. Et notamment à Louise, on a du coup parlé beaucoup de publics éloignés éloignés de l'emploi. Est-ce qu'il y a un lien très fort et que vous observez franchement au quotidien entre cet état de fait de population précaire éloignée de l'emploi et toutes les autres discriminations qui existent dans la société? J'imagine que oui, mais je spoil un peu, mais voilà, comment ça se manifeste? Et peut-être aussi une dernière chose pour Anne, vous aviez parlé des femmes en situation de handicap. On le sait, notamment les femmes en situation de handicap sont particulièrement touchées par les violences sexistes et sexuelles. Elles font partie des femmes les plus touchées malheureusement par ces phénomènes. Donc voilà, on voit bien que de fait, il faut considérer l'inclusion dans son sens extrêmement large, puisque les autres phénomènes de discrimination parfois s'emboîtent un peu avec les unes avec les autres. Et donc voilà, comment ça s'exprime et comment on peut faire attention à ce public-là, donc du coup particulièrement touché par ces difficultés et ces violences. Je ne sais pas. Donc voilà, c'est un peu les questions qui sont remontées. Je ne sais pas si quelqu'un veut commencer à prendre la parole. Robin m'a lancé une perche tout à l'heure avec la question de gouvernance que j'avais prévu d'aborder dans mon temps d'intervention tout à l'heure. Alors, très clairement, nous, on est une association qui a été créée par 4 jeunes en 1933, 4 jeunes qui étaient en situation de handicap. C'était 4 jeunes qui avaient la polio et qui n'acceptaient pas cet isolement dans lequel elles se trouvaient. Et qui se sont dit, il faut qu'on fasse des choses ensemble, il faut qu'on essaie de se rencontrer, et toute l'association, elle s'est bâtie sur ce socle de départ, c'est lutter contre l'isolement des personnes. Et puis, avec la création, sur la deuxième partie du XXe siècle, du médico-social, nous, on s'est engagé, on a même créé certains premiers services et premiers établissements en France médico-sociaux parce que ça partait des besoins que l'on constatait pour les personnes que l'on voyait dans nos délégations mais qui étaient sans solution. Donc l'association, c'est très clair, notre gouvernance, elle est complètement transparente. Nous avons un conseil d'administration unique avec 24 administrateurs.
alors, je crains de dire une bêtise, mais on a 2 collèges dans le conseil d'administration. On a un collège de personnes en situation de handicap qui est plus que majoritaire en nombre de voix. Alors, je crois que c'est 18 ou 20 administrateurs. Je ne suis pas conseillère nationale APF France Handicap sur les questions de politique interne, mais voilà, globalement, c'est ce que je visualise. Et nous avons un deuxième collège avec des proches, donc des parents de personnes en situation de handicap, donc qui sont à même de piloter ensemble l'association. On est la deuxième association de France, donc c'est pas un petit bateau qu'on pilote, hein, c'est un très très gros, avec 15 000 salariés, donc forcément ça nécessite un certain nombre de compétences pour les administrateurs, mais ce sont vraiment des personnes directement concernées par le handicap qui pilotent ce bateau. Ça, c'est pour la partie conseil d'administration. Et puis, au sein des régions et au sein des départements, nous avons depuis 2003 ce qu'on appelle notre démocratie participative interne. Nous avons tous les 4 ou 5 ans, suivant, je veux dire, c'est pas, notre agenda il est calé en fonction aussi de l'agenda politique national, parce qu'on essaie de pas être en confrontation avec en même temps qu'une élection présidentielle. Par exemple, on ne va pas faire nos élections en interne la même année qu'une élection présidentielle parce que ça peut être compliqué pour nous. Donc, on a au niveau de chaque département un conseil APF de département qui est donc des adhérents qui sont élus par les adhérents eux-mêmes, a une responsabilité au sein de l'association. Alors, ce n'est pas une responsabilité comme on peut l'entendre d'un conseil d'administration, puisque nous n'avons qu'un seul conseil d'administration, mais ces personnes, elles ont un mandat du conseil d'administration pour représenter l'association sur le département. Alors, le conseil APF de département, il est composé de 5 à 11 personnes suivant le nombre d'adhérents du département. Il y a un nombre de postes ouverts en fonction du nombre d'adhérents. Et donc, il y a un représentant qui est élu par département pour être l'interface, notamment en direct avec le conseil d'administration ou avec le conseil APF de région. C'est-à-dire que chaque conseil APF de département nomme 2 personnes dont… Alors, le représentant départemental est souvent sollicité pour être au conseil APF de région, mais ce n'est pas automatique. Donc, on a 2 personnes par département qui siègent dans un conseil APF de région. Donc, moi, mon périmètre mon terrain de jeu, il est au niveau régional. Donc, j'accompagne, moi, le conseil APF de région sur toutes les décisions qu'il va prendre en région. Alors, ça va être des décisions liées à des revendications, ça va être des décisions liées à tel ou tel projet. Voilà, on a envie d'initier ou de soutenir tel ou tel projet, que ce soit un projet local, un projet départemental, interdépartemental, voire régional. Et puis, il va aussi être le représentant régional, il va être la courroie de distribution avec le conseil d'administration direct pour des questions de société de tous les jours, des questions liées à des lois qui vont être promulguées. Voilà, c'est notre… On est dans un principe de démocratie participative. Et quand on est, par exemple, à une période où on renouvelle notre projet associatif, on consulte toute notre base pour écrire notre projet associatif. On a actuellement un projet associatif depuis 2 ans. Très clairement, en Nouvelle-Aquitaine, moi, j'ai mené 57 consultations pour porter la contribution des adhérents de Nouvelle-Aquitaine au niveau national. Alors, tout ça, toutes ces contributions, elles font un certain nombre de thématiques. On en fait des patates et puis après, on réécrit pour en faire un projet associatif qui sort 5 axes et 42 engagements très concrets. Voilà. Nous, notre modalité de participation, elle est celle-là. Alors, c'est vraiment une démocratie totalement transparente, avec ses difficultés aussi, parce qu'il y a des gens qui peuvent être élus et qui n'ont pas forcément les compétences attendues pour telle ou telle fonction, ça peut arriver.
Quand je parlais de formation des élus et des bénévoles, c'est mon job aussi que d'accompagner cette démarche-là. Alors pas moi en direct, hein, c'est pas moi qui assure les formations. Il y a des personnes qui le font, mais je coordonne ça pour que on ait une représentativité et une représentation, que ce soit en interne ou en externe de l'association, qui soit conforme aux engagements de notre conseil d'administration, à notre plaidoyer, à notre position. Notre plaidoyer, il évolue, c'est-à-dire qu'on n'est pas figé sur, évidemment, on n'a pas les mêmes revendications ou les mêmes positions qu'il y a 20 ans sur tel ou tel sujet. Forcément qu'on évolue. Donc, on consulte notre base et puis on fait évoluer ces positions. Mais c'est vraiment, je pense qu'on est vraiment un modèle là-dessus de participation depuis la base à toutes les strates. Et mon job, c'est entre autres d'accompagner ça, pas que, mais c'est entre autres d'accompagner ça. Est-ce que c'est plus clair là maintenant? Est-ce que là j'ai répondu à votre question? Moi, ça me paraissait très clair. Je sais pas si. Qui souhaite se lancer? Louise, Véronique, Robin? Je veux bien Allez-y. répondre à la question sur la précision sur la démocratie sanitaire. Donner peut-être une définition générale et puis après je vous dirai un petit peu ce qu'on a mis en place dans les établissements, enfin dans l'établissement hôpital de jour de Lille et de Rouen que je dirige. En fait, la démocratie sanitaire, c'est de garantir toutes les valeurs de ce qui fait la démocratie, de garantir l'expression individuelle et collective des patients que nous recevons, donc à travers certaines actions. Par exemple, à l'hôpital de jour, il y a un projet de soins et de vie personnalisé qui est signé par le patient, donc ça veut dire qu'il faut qu'il soit d'accord, il a été construit avec lui, donc co-construit, et il peut aussi être co-construit si le patient le souhaite avec la famille et les aidants, par exemple. C'est permettre, par exemple, l'expression collective des patients, c'est organiser des temps de réunion avec des patients où ils puissent exprimer leurs souhaits, leurs difficultés dans la collectivité. Hein. Voilà, et ces souhaits et ce qui aura été dit pendant cette réunion, bien sûr, elles doivent être prises en compte et doivent être suivies d'action si voilà, si c'est possible, bien entendu. Hein. Voilà, c'est par exemple adapter faire que les salariés, les professionnels adaptent leur communication aux différences des patients. Donc, par exemple, on en a parlé tout à l'heure, mais voilà, si quelqu'un est malentendant, il va falloir, voilà, il faut qu'on favorise, la communication avec lui. Par exemple, on a beaucoup de problématiques de genre, de personnes qui ne veulent pas qu'on les appelle par leur prénom inscrit sur la carte d'identité, mais par d'autres. Donc, voilà, c'est aussi respecter ce choix-là. Par exemple, c'est des patients qui pourraient, et s'ils veulent, co-animer des activités. Ça, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, par exemple, sur l'île, on a accompagné un groupe de patients qui souhaitaient s'exprimer en groupe sur des difficultés liées à la dépression, par exemple, et au risque suicidaire. Donc, on les a accompagnés, enfin, un soignant les a accompagnés à leur demande au départ, et maintenant, c'est un groupe autonome, par exemple. Voilà, ça peut être ça. C'est aussi permettre dans le projet d'établissement qu'il y ait un projet des usagers, mais vraiment construit par les usagers. Voilà, ça c'est aussi tout à fait possible. Nous employons également une médiatrice de santé pair. Donc, médiatrice de santé pair, c'est
on parlait tout à l'heure du savoir expérientiel. C'est une personne usagère ou ancienne usagère des établissements de santé mentale rétablis qui a fait une formation pour pouvoir intervenir au sein des patients et des équipes. Donc, c'est à la fois l'intermédiaire entre les soignants et les patients. Les patients peuvent lui parler plus facilement parce qu'elle connaît une expérience en santé mentale, donc la communication est plus simple. Et puis, elle peut aussi communiquer avec les professionnels parce que les professionnels ont un point de vue, le point de vue d'un professionnel, et la médiatrice de santé pair a le point de vue de quelqu'un qui a bénéficié de soins. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose, ce n'est pas les mêmes ressentis, et il est intéressant de mixer les deux points de vue pour pouvoir aider nos patients. C'est des choses toutes bêtes, hein. C'est inscrire dans le livret d'accueil énormément de renseignements qui vont aider les patients. Voilà, communiquer sur la charte de la personne handicapée, de la personne hospitalisée, c'est-à-dire faire valoir et informer sur les droits des patients. Voilà, c'est aussi, bon, là c'est légal, mais à la commission des usagers, nous avons la représentation des associations d'usagers, donc qui sont nommées par l'ARS, mais nous, par exemple, on a eu une demande des patients de l'établissement pour qu'il y ait quelqu'un qui participe à la commission des usagers. Voilà, donc là, c'est un groupe de réflexion pour savoir si c'est faisable et si on peut le faire, par exemple. Voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent se mettre en place comme ça. Voilà, c'est vraiment rendre effectif la parole de l'usager, hein. C'est aussi, j'ai oublié, mais les plaintes et les réclamations, même les réclamations orales, voilà, c'est aussi en tenir compte, les identifier et pouvoir améliorer la qualité de prise en charge. Voilà, c'est tout ça la démocratie. Ça représente énormément de choses, mais surtout les droits. Les droits minimaux, je dirais, de tout citoyen qui est présent dans l'établissement, hein. Nos usagers, par exemple, nos associations d'usagers font des permanences où ils peuvent être interrogés par des patients sur leurs droits, par exemple. Ils vont faire d'ailleurs une information aux patients sur leurs droits. Enfin voilà, c'est tout ça. Nous, on peut faire des informations et des actions, par exemple, en ce moment, il y a eu le mois anti-tabac. On a fait des informations sur, voilà, on leur permet éventuellement d'être suivis, d'avoir un kit avec des cigarettes électroniques pour arrêter de fumer. Voilà, mais ça, c'est une action parmi d'autres. Il peut y en avoir énormément. Je pense que ça a bien répondu à la question. Oui, tout à fait, c'était très complet. On voit bien que la démocratie sanitaire, c'est remettre l'usager au cœur du processus et le rendre acteur de sa santé. Et donc, pour qu'il puisse aussi être, comme vous le disiez tout à l'heure, dans l'auto-agir. Et c'est très intéressant. Et ça correspond, ce type de démarche correspond parfait, je pense, aux ambitions dont on a parlé tout au long de cette agora. Robin ou Louise, je ne sais pas qui souhaite commencer. Moi, je veux bien, si Louise veut y aller. Alors, sur la question de quels sont les constats qui m'ont amené à la conclusion de sortir du monosociétariat, il y a deux constats et je pourrais proposer rapidement deux solutions. Le premier constat, c'est, en tout cas dans mon étude, pendant le premier confinement, la quasi-totalité des pratiques de solidarité qui ont été mises en place par les organisations de l'ESS ont été mises en place, entre guillemets, par le haut, c'est-à-dire par la direction ou par le bureau des associations. Elles n'ont pas du tout été décidées par les bénéficiaires ou par les salariés.
En tout cas, ça, c'est dans mon échantillon que moi j'ai étudié. Je ne veux pas dire que c'est toutes les organisations de l'ESS. Je dis juste c'est dans l'échantillon que j'ai étudié. Donc ça, c'est le premier constat. Et en sachant que, comme j'ai dit au départ, il y a des organisations de l'ESS qui ne prévoient pas de faire participer les adhérents aux organes de gouvernance, au contraire, par exemple, d'APF France Handicap ou de la MGEN. Donc, ça peut poser problème. Le deuxième constat, c'est que ces derniers mois, ces dernières années, il y a eu plusieurs témoignages, plusieurs études, plusieurs livres qui sont sortis pour mettre en lumière des situations de souffrance au travail dans des organisations de l'ESS. Voilà, différentes problématiques liées au fait d'exercer un métier passion, les différences, d'avoir du mal à couper entre vie privée, vie militante, vie professionnelle, parfois certaines précarités des conditions de travail dans les organisations de l'ESS, notamment liées à la réduction des subventions de fonctionnement des pouvoirs publics ou d'autres problématiques. Ça a aussi des conséquences sur les différents salariés qui œuvrent dans la finalité de solidarité des organisations de l'ESS. Pour ça, il y aurait, je pense, deux solutions en plus que ce qui a déjà été évoqué par Anne, Louise et Véronique. La première solution, ce serait d'avoir plusieurs collèges dans la gouvernance des organisations. Dans mon étude, c'était notamment le cas de la coopérative agricole Sodial qui, en plus d'avoir les éleveurs adhérents, a créé un collège des salariés dans son conseil d'administration. Donc voilà, pour leur permettre d'avoir une voix à côté des éleveurs adhérents. Et c'est aussi le cas du statut juridique, par exemple, de la SIC, donc la Société coopérative d'intérêt collectif. On pourrait prendre comme exemple Enercop, donc qui est un fournisseur d'électricité d'origine renouvelable, qui a différents collèges avec les producteurs, les salariés, les clients et aussi les collectivités territoriales pour faire vraiment une gouvernance partagée entre les diverses parties prenantes engagées dans la structure. Enfin, une dernière solution, ce serait de favoriser le dialogue social au sein des organisations de l'ESS elles-mêmes, donc avec par exemple de la démocratie directe ou bien des représentants du personnel, pourquoi pas avec des syndicats, ce n'est pas un gros mot, ça peut servir aussi à améliorer les conditions de travail des personnes qui travaillent dans les organisations de l'ESS. Voilà pour les deux constats et deux propositions. Merci beaucoup, Robin. On en revient toujours à ce dont on a parlé depuis le départ, c'est aussi l'exemplarité dans l'ESS. Comment l'ESS peut-elle s'efforcer de mettre complètement en application les valeurs et la réalité en son sein. Et ça vaut sur de nombreux sujets, y compris ceux dont on a traité aujourd'hui. Il est certain que les organisations de l'ESS sont très motrices sur ces sujets-là, mais peuvent toujours continuer à aller plus loin. Louise, peut-être… Excusez-moi, je peux juste apporter une petite précision parce que Robin, tu as parlé qu'il n'y avait pas de représentation au sein de la MGEN, mais la MGEN est en train d'organiser des élections des représentants des salariés au conseil d'administration qui vont avoir lieu là début décembre. Donc, il y aura. Je n'ai pas ciblé la MGEN, je n'ai pas dit que c'était la MGEN, mais. Pardon ? Je n'ai pas ciblé la MGEN. Je ne crois pas avoir dit la MGEN n'a pas de représentant. Mais... Ok, merci. En tout cas, donc c'est bien noté. Il y a une évolution, en tout cas là, de la gouvernance côté MGN qui m'a l'air tout à fait intéressante. Louise, est-ce que vous… Oui. Ah oui, oui, sur la question que j'ai posée tout à l'heure, donc comment vous voyez au quotidien dans vos activités l'articulation entre difficultés d'accès à l'emploi et autres discriminations un petit peu structurelles dans notre société. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Et puis n'hésitez pas, les intervenants ont abordé d'autres sujets là récemment. Voilà, si vous souhaitez réagir, n'hésitez pas. Oui, enfin évidemment, évidemment et malheureusement, la problématique d'inclusion, enfin la problématique d'exclusion, c'est souvent une problématique de multi-exclusion. Donc, on a fréquemment des personnes mal logées qui sont aussi demandeurs d'asile. Des chômeurs longue durée en difficulté d'accès à l'emploi qui vont être des mères isolées. Voilà, on a rarement un seul critère
enfin, une seule cause, en tout cas, de difficulté d'exclusion, de difficulté d'accès à l'emploi. Et c'est pour ça aussi que, en fait, un dispositif ne suffit pas. L'entreprise, les structures d'insertion par activité économique font des choses très bien, mais elles ne peuvent pas tout non plus. Et notre rôle aussi de faire avec, c'est aussi d'être capable d'orienter les personnes vers les bonnes ressources. Donc, on va faire une partie du boulot sur la formation métier, sur le coaching emploi, sur le parcours professionnel, sur des formations aussi diverses liées au projet professionnel. Mais on va avoir besoin toujours de s'appuyer sur tout le paysage en fait social, les CCAS, les acteurs du logement, les acteurs aussi les accompagnateurs du handicap, etc. pour arriver à répondre aux problématiques des uns et des autres. On peut pas tout à un seul endroit. Et je voudrais dire voilà ça aussi sur la notion d'exemplarité, peut-être pour rebondir sur les propos précédents. Il faut qu'on s'efforce de faire toujours mieux. Je pense qu'on a une obligation d'essayer. Mais c'est pas parce qu'on est une structure de l'ESS qu'on a la baguette magique pour tout non plus. Et il n'y a pas de raison que ce soit plus facile pour les structures de l'ESS que pour les autres. Voilà, donc je dirais voilà, obligation d'essayer et de s'imposer une amélioration continue, mais obligation aussi de pragmatisme et d'y aller petit à petit à la hauteur des ressources. Hein. Je sais plus qui évoquait le contexte de raréfaction des financements. C'est une réalité et je trouve que voilà, des structures comme les nôtres, qui sont très, très, très variées dans l'économie sociale et solidaire, mais qui ont en commun quand même d'avoir une approche parfois économique, en tout cas, enfin, une approche économique de l'intérêt général reste centrée sur la notion d'intérêt général et vont avoir tendance à dégrader leur marge opérationnelle pour produire de l'impact social, environnemental tout au long de leur chaîne de valeur. Dans ce contexte-là, parfois, il faut faire des choix entre le bien-être au travail des salariés permanents et l'impact environnemental des achats. Par exemple, c'est un sujet d'actualité, hein, c'est évidemment chez nous, par exemple, si vous voulez augmenter la part d'approvisionnement locaux et bio de vos achats alimentaires quand vous êtes un traiteur engagé, par exemple, la problématique, c'est que il n'y a pas l'offre, ou il n'y a pas l'offre à un endroit de façon fiable, constante et en volume suffisant. Donc, si vous voulez faire 100% militant, vous devez multiplier les sources d'approvisionnement. Vous devez vous mettre en difficulté sur votre capacité à anticiper les commandes. Et donc, si on voulait faire 100% engagé, il faudrait presque avoir 1, 2, 3 personnes à temps plein qui aillent chercher les produits à gauche, à droite dans chez les différents producteurs locaux. Ça n'est pas possible. Donc, il faut faire des choix. Il faut arbitrer et trouver le bon équilibre, l'équilibre qui correspond au projet de structure à un moment donné de ses ressources aussi, qui va permettre de faire le choix qui va faire le maximum d'impact social et environnemental dans la mesure du faisable. Voilà. Et ça peut évoluer, bien sûr. Et d'où l'enjeu d'avoir une gouvernance démocratique pour suivre tous ces sujets-là de près. Merci beaucoup, Louise, pour cette intervention et merci à toutes et à tous pour vos interventions lors de cette agora. J'ai trouvé très riche et très intéressante. Il serait présomptueux de ma part de dire un mot de la fin d'abord, puisque le débat a été très riche et on est sur des thématiques quand même qui pourraient appeler à encore des heures de discussion. Et deuxièmement, parce que ça tombe bien, on va poursuivre cette discussion lors du congrès de l'ESS qui approche le 10 décembre. Je retiendrai simplement quelques éléments, que l'ESS doit se fixer des ambitions fortes. Néanmoins, l'ESS ne peut pas tout, n'a pas de baguette magique, ne peut pas faire tout toute seule. Et notamment, je retiens beaucoup le côté multidispositif. Faire ensemble, ça veut dire aussi continuer les logiques de coopération entre acteurs, aussi bien de l'ESS, mais évidemment avec notamment la puissance publique, qu'elle soit au niveau des territoires ou au niveau national. C'est aussi en continuant ces coopérations-là que l'on peut faire durablement avancer les choses pour favoriser donc
des dispositifs engagés, des dispositifs qui permettent l'inclusion de toutes et tous. Et manifestement, les enjeux de gouvernance ont en tout cas l'air assez centraux dans toute cette réflexion, puisqu'on en venait souvent à se questionner par rapport à cet élément-là de l'ESS. En tout cas, sur ces quelques mots, je vous redis merci. Merci également à tous les participants et participantes qui ont assisté à notre échange. Et je vous dis donc à très bientôt, je l'espère, pour d'autres échanges, d'autres débats, d'autres agoras. Et sur ce, je vous dis au revoir à tous. Et je vais donc mettre fin au webinaire. À bientôt. Merci Au revoir. beaucoup. Merci. Merci, Au 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 revoir. Au revoir.